Bonjour à toutes et à tous pour la deuxième édition de France-Sénégal Coopération décentralisée. Cet événement, comme tu l'as rappelé, Louisa, c'est co-construit avec la mairie du 15e arrondissement, d'autres associations. Mais aujourd'hui, cet événement n'appartient pas qu'à ces personnes-là, qu'à ces institutions. Il appartient à vous tous, étant donné qu'on est dans la deuxième édition et cette deuxième édition est amenée à avoir plusieurs autres éditions. La coopération décentralisée, c'est tout simplement évoquer le fait que les institutions françaises, qui soient les collectivités de proximité comme une mairie, la région, l'État, comment elles peuvent venir en aide à d'autres collectivités qui sont autres le territoire français et notamment faire la part belle à la société civile. Donc, je passe également, avant de laisser le micro au maître de cérémonie, à quelques remerciements. Une personne qui me suit depuis toujours, Djamila Boukercha, avant qu'elle dise que je ne l'ai pas remerciée. Et en même temps, c'est le trait d'union entre Louisa, parce que c'est Djamila Boukercha qui m'a présenté Louisa. L'an dernier, vous avez su que Louisa et moi étions nés dans le même hôpital. Aujourd'hui, très certainement que vous allez découvrir autre chose. Que Djamila est peut-être née aussi à la Riboisière. Donc c'était la parenthèse un peu comique, même si je ne suis pas dans l'humour. Maintenant, je vais laisser quand même le soin au maître de cérémonie d'évoquer ce pourquoi nous nous sommes retrouvés ici et démarrer cette conférence en vous souhaitant le meilleur. Puisque nous parlons de la coopération décentralisée, je vais porter cette casquette qui est le réseau d'accompagnement de développement durable, donc RAP2D. Quand vous allez m'entendre parler de RAP2D, c'est une structure qui est opératrice d'appui dans le cadre du dispositif mis en place par le groupement d'intérêt public Yvelines Coopération Internationale Développement, qui a mis en place un dispositif assez innovant, donc qui sont vraiment aux avant-postes de toutes les innovations en matière de coopération décentralisée. Nous y reviendrons si nécessaire. Donc c'est sous l'impulsion de son président, le président du département des Yvelines, M. Pierre Bédier, que cette réforme a été mise en place en 2015. Donc, pour vous dire avant tout aussi que c'est un réel plaisir pour moi d'être là pour la deuxième édition. J'étais ici l'année dernière en tant que conférencier. Aujourd'hui, l'équipe de la mairie du 15e, représentée ici par Madame Louisa, donc, qui est adjointe au maire, donc m'a fait encore l'honneur d'être cette fois-ci maître des cérémonies. C'est un grand plaisir déjà d'être là avec vous encore de nouveau pour échanger avec vous sur des questions qui sont assez essentielles sur la coopération décentralisée, vu l'écart de développement qu'il y a entre les pays du Nord et ceux du Sud, voir comment impliquer toutes les formes de la société civile qui existent dans ce processus qui vise la résolution des problèmes du monde, le changement du monde à travers les 17 objectifs du développement durable qui ont été énoncés par les Nations Unies. Donc, nous avons pris du retard, mais c'est pour cela que je ne vais pas être très long. L'objectif aujourd'hui, c'est aussi de mettre une touche sur le rôle de la diaspora dans la coopération décentralisée. Donc, nous allons donc essayer de faire parler notre conférencier ou nos conférenciers, M. Pape Sissoko et Abdou Fleur, sur ces aspects-là. Donc, sans tarder, nous allons avancer, nous allons commencer donc par donner la parole à M. Pape Sissoko. Donc, si vous pouvez vous présenter à la salle et nous dire un peu quelle est votre vision, qu'est-ce que vous pouvez dire à la salle sur la coopération décentralisée, qu'est-ce que c'est, quels sont les rôles des collectivités locales, quels sont le rôle de la diaspora.
et le rôle de l'État. Sissoko, je suis accidentellement philosophe, je suis conférencier et je travaille beaucoup avec la diaspora sur les questions d'interculturalité. J'ai créé à Besançon ce qu'on appelle des études complémentaires sur les cultures africaines. J'enseigne à Paris 5 la représentation de la violence à travers les cultures. J'accompagne beaucoup d'associations, de structures qui travaillent sur la parentalité en Île-de-France et en province. Donc, grosso modo, voici ce que je fais. Je suis de la diaspora, je suis franco-sénégalais. Et ce qui m'intéresse, c'est le développement de mon pays. Et c'est pourquoi je suis très, très content quand ce jeune homme m'invite. Nous ne partageons pas tout, mais nous avons une chose en partage, l'amour de notre pays. Et ça me semble important. Et je voudrais d'ici le dire à l'entame que même si nous ne partageons pas les mêmes visions, servir notre pays doit être capital. L'intérêt supérieur, c'est de servir notre pays. Nous sommes à l'étranger, mais l'étranger n'est pas étranger à nous. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous sommes dans la diaspora que nous ne faisons rien. Chaque jour, chacun d'entre vous fait quelque chose. Et ça, c'est important. Il m'a été demandé d'introduire la notion de coopération décentralisée et notamment l'apport de la diaspora dans cette coopération. Parce que bien souvent, il y a un gap entre les locaux et les gens de la diaspora. Il y a un regard suspect. Il y a aussi que, étant en France, nous payons des impôts, comme je l'ai dit à Moadi. Nous agissons, moi je fais beaucoup, je représente même la France en Allemagne, etc., à travers le monde. Donc là, on ne regarde pas ma couleur de peau, on regarde mon savoir. Une anecdote. Ils avaient cherché pendant 3 ans un Français qui va travailler avec les Allemands. La première expérience a échoué et le monsieur a dit non, il ne faut pas que ça échoue. C'était un gros projet. Et il cherche et il trouve quelqu'un qui s'appelle Pape Sissoko, j'étais à Besançon. Et je suis allé en Allemagne, j'ai travaillé avec des Allemands, même si on n'avait pas les mêmes façons de faire. C'est-à-dire que les questions d'interculturalité sont très importantes. Demain, j'interviens sur Cheikh Hamidou Kane, qui a été le premier, effectivement, à parler des questions d'interculturalité, des rencontres de culture, etc. Et je reviens là-dessus. Pour ne pas monopoliser la parole, la coopération décentralisée est quelque chose de très, très important. C'est au niveau des États. Coopérer, c'est rencontrer, créer des liens, travailler ensemble, etc. Les États coopèrent entre États. Mais ce que les gens oublient, c'est que la société civile aussi coopère. Et on a l'habitude de banaliser l'impact de la société civile dans la coopération. Je viens de rencontrer quelqu'un ici, M. Dia, qui représente 44 villages au Sénégal. Non, c'est costaud, costaud. 44 villages au Sénégal. Mais c'est un vivier. Je viens de rencontrer une jeune fille, Niaré, je crois, qui cherche des projets. Mais c'est costaud. Avec mon ami Maïk Silla, nous avons tout de suite créé une connexion. Nous allons nous voir pour aider Niaré à travailler avec M. Nyon. Mais vous voyez ces connexions? Et on n'oublie pas que Moadi aussi intervient sur le terrain. La coopération, d'abord, il faut dire qui est l'Afrique? Nous sommes venus ici il y a très longtemps. Il ne faut pas qu'on s'oublie. Nous travaillons sur la transmission du savoir. Et nous voulons que nos jeunes sachent d'où nous venons pour savoir où nous allons et avec qui nous devons partager. Parce que moi, je n'aime pas du tout faire des conférences où il y a des gaps. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de tracer l'histoire et d'en venir à aujourd'hui. L'esclavage. C'est très loin, mais la colonisation. L'Occident était riche et allait chercher effectivement la main-d'œuvre en Afrique, etc. Elle était allée aussi chercher, des marchés. La rencontre s'est faite à ce moment-là. Il y a eu une rencontre. La rencontre a été violente avec l'esclavage, etc. Les Africains, les étrangers, beaucoup sont venus ici, ont travaillé. Ils étaient saisonniers. Ils devaient repartir au pays. Mais la vie, on ne décide pas de son avenir fatalement. Quelquefois, certains rentrent, mais d'autres restent. Et quand ils restent, ils créent des foyers. Ils ont des enfants. Ces enfants
prennent la nationalité française ou la double nationalité, c'est leur droit, c'est leur liberté. Et donc, ces rencontres se font. Et ils se disent, ces enfants-là ou ces parents-là, moi je suis ici et ma famille est de l'autre côté. Qu'est-ce que je peux faire au-delà des collectivités territoriales, au-delà des politiques étatiques, etc., qui nous dépassent quelquefois, parce qu'on n'est pas maître de ça, ça nous dépasse. Par exemple, la coopération entre États, ça nous dépasse. C'est entre les... Voilà. Mais nous, par exemple, moi, j'ai travaillé avec SOS Racisme, l'été des banlieues du monde. C'était un projet d'il y a 15 ans. Nos jeunes issus de l'immigration étaient un peu désemparés, ne savaient pas. Et il y avait beaucoup de tensions dans les banlieues. Comment il s'appelle, Silla, avait créé ce projet-là. On prenait les jeunes des banlieues, qu'ils soient blancs, noirs, etc., pour les amener au Sénégal. Alors, ils m'ont sollicité de Besançon. J'ai dit, moi, je ne vais pas au Sénégal n'importe comment, hein, parce que nos cultures sont différentes. Hein. Au Sénégal, on ne regarde pas un vieux les yeux dans les yeux, on baisse la tête. Nos jeunes ici sont des Français, à la couleur noire. D'accord? Donc, il y a des codes de comportement. J'ai dit que moi, si je ne dois pas faire partie du groupe de direction, il faut que j'enseigne nos représentations culturelles. J'ai enseigné ça, ils ont dit, même chez Sissoko, parfait. J'ai enseigné, j'ai formé les encadreurs, j'ai formé les jeunes pour qu'ils comprennent ce qu'est l'Afrique. La rencontre ne doit pas être brutale, on doit pacifier une rencontre. Tout comme la décentralisation, j'y reviendrai. Nous avons fait ça et je vous assure qu'aujourd'hui, j'ai un grand responsable qui venait de sortir de prison. Je l'ai amené à Pikine. Elle est allée dans les maisons. Elle a rencontré une maman qui avait le paludisme. Elle est venue prendre toute ma pharmacie. Et j'avais 200 jeunes à gérer. Hein. Elle a pris toute ma pharmacie, son matelas, pour le donner à cette vieille dame qui avait une crise de palu. Ce que nous faisions là-bas, c'était effectivement de réhabiliter les écoles. Le matin, avec les jeunes, on travaille. L'après-midi, on fait des ateliers ou bien ils vont dans les familles, etc. Tout se calcule en Europe. Hein, c'est pas 1 euro, c'est 1 euro. Hein, voilà, il n'y a pas de yalla yana, etc. J'étais fâché, mais en même temps content, comme Tcherno dans L'aventure ambiguë. Content parce que c'est un geste qu'il n'aurait jamais fait en Europe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge. Ce déplacement, ce voyage, cette rencontre avec l'autre commence à le changer. Je lui dis, ce que tu fais là, j'apprécie. Mais tu m'as piqué toute ma pharmacie quand même. Hein. Et moi, j'ai 200 enfants, comment je vais faire? J'appelle Silla, Fodé Silla, qui me dit, Pape, comment tu juges ça? J'ai dit, c'est un bon acte. Je le cautionne. Il m'a dit, prends dans le budget, renouvelle ta pharmacie. Silla avait de l'esprit. Ce jeune homme, aujourd'hui, est un grand cadre de l'administration territoriale à Besançon. Et pourtant, il sortait de prison, on l'avait récupéré de prison pour l'amener au Sénégal. Cette rencontre l'a complètement façonné, a ouvert ses yeux. Donc, l'Afrique n'est pas venue en aventurière en Occident. Et quand elle n'est pas venue en aventurière, elle a voulu aussi ne pas oublier d'où elle vient. Qu'est-ce que je peux faire? La question c'est, qu'est-ce que je peux, étant ici, qu'est-ce que je peux faire là-bas? Je refuse l'assistanat, je refuse, comment dire encore, la facilité. J'aime le travail. J'aime le travail. La coopération décentralisée n'est pas de l'assistanat. La coopération décentralisée n'est pas un manque de respect. Quand on coopère, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont rencontrer ce qu'on appelle l'altérité d'autres personnes avec qui ils voudraient faire des choses. Quand j'ai débuté mes études de philosophie, je travaillais beaucoup avec des centraliens qui allaient en Afrique pour changer les modes de fonctionnement des Africains. Les villageois d'Afrique, dans certaines cases, avaient des moustiques, mais ils n'avaient jamais le palu. Dans la case, il n'y avait pas de fenêtre, mais il y avait une cheminée qui faisait de la fumée. Les moustiques étaient suspendus. Mais nos centraliens, je ne sais pas si vous connaissez Central, hein, c'est l'une des grandes écoles, c'est des grosses têtes, hein, ils sont beaucoup costauds. Ils ont dit qu'ils vont ouvrir les fenêtres, mais les vieux ont commencé à mourir. Dans la coopération décentralisée, qu'est-ce qu'on demande aux gens? Moadi est dans un village profond du Fouta. Moadi, comment vous vivez ici? Moadi n'a pas attendu les Français pour vivre. Il avait une façon de vivre au Sénégal. On lui dit, mais Moadi, comment tu vivais ici? On dialogue, on s'échange, etc. Eh bien, dis donc, Moadi expose effectivement sa façon de vivre.
Et moi, je lui dis, ah ben ça, c'est bien, on peut améliorer telle chose, telle chose, telle chose. Et ça, c'est pas mal du tout. Dans la coopération, c'est une rencontre entre des personnes, pas entre des objets. Et donc, il faut parler, échanger pour effectivement apporter un supplément d'âme à la région, aux gens. Et tout ça doit se faire dans le respect. On ne peut pas imposer. Avant, les Occidentaux, quand ils arrivaient en Afrique, ils imposaient ce qu'on appelle les transferts abusifs de technologie. Ça, c'est la catastrophe. Non, on discute, on propose et on fait ensemble. Il y a une association, la première en Afrique, c'est Enda Tiers-Monde. Enda Tiers-Monde, c'est Environnement Développement Afrique, qui est la première association internationale à avoir son siège social au Sénégal, en Afrique. Qu'est-ce que faisait Enda? Enda faisait ce qu'on appelle de la technologie populaire. Ils prennent des technologies, ils les améliorent. Ce sont eux qui ont créé, par exemple, les puisards pour, par exemple, enfouir les déchets, etc. Aujourd'hui, par exemple, Dakar est sale. Je suis désolé, Dakar est sale. Enda Tiers-Monde, dans les quartiers, avait initié l'idée des puisards. C'est un détail, mais je travaille beaucoup sur les détails. Quand tu fais un puisard, il n'y aura pas de moustiques. Parce que quand, par exemple, les déchets sont à ciel ouvert, mais les moustiques, les mouches, etc. se grèvent, et puis après, ça dissémine des maladies, etc. C'est un détail. Donc, Enda Tiers-Monde avait initié ça, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, mais ils n'ont pas été suivis. La coopération décentralisée, c'est travailler ensemble. C'est, comme le disait sage Peul, et ici il y a beaucoup de Peul, quand tu fais quelque chose, ne le fais pas seul. Quand tu fais quelque chose, ne le fais pas seul. Nian, tout à l'heure, en l'espace de 10 minutes, on a créé quelque chose avec Mike, Nian et Mademoiselle Niaré, tout de suite. Et personne ne nous l'a imposé. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu? Mutualiser nos efforts par le respect qu'on a des uns et des autres pour créer quelque chose. C'est ça aussi la coopération. Il ne faut pas avoir peur de cette notion-là. Vous voyez, je ne suis pas allé très loin pour définir ce concept. Non, c'est tout simplement une rencontre entre des gens, entre des administratifs, entre des États, mais aussi entre nous. Et ce qui est très important, c'est de savoir que chacun de nous peut faire quelque chose. Mais ensemble, nous pouvons réussir mieux. Et ça, c'est capital. La coopération décentralisée et donner, c'est recevoir aussi. Parce que si tu dis que toi, tu ne fais que donner, tu ne reçois pas parce que tu as la science infuse, mais je suis désolé. Autant l'Occident peut donner, autant l'Afrique peut donner, etc. C'est un échange. C'est l'oxygène et le gaz carbonique, comme on dit. D'accord? Et ça me semble extrêmement important. Et dans la coopération décentralisée, ce qu'il faut penser, c'est tout simplement l'aspect collaboratif. Mais si vous travaillez seul dans votre coin, vous n'y arriverez pas du tout. Et j'aimerais bien que dans cette coopération-là, et Moadi est quelqu'un qui rassemble beaucoup, qu'on dépasse effectivement nos singularités, qu'on s'unisse. Par exemple, il y a Ndiémé, que j'ai connu grâce à Moadi, qui collabore avec différentes structures, qui est là et qui agit en Afrique sur l'handicap, etc. Quand je l'ai rencontré, j'ai dit, mais Ndiémé, je pourrais t'aider. Mais comme je bouge beaucoup, je ne l'aide pas assez. J'avoue, Ndiémé, mais ça va se faire. Ndiémé, ça va se faire. Voilà, parce que tu mérites effectivement qu'on t'aide. Tu mérites, parce qu'elle fait beaucoup de choses pour l'handicap dans les pays, au Sénégal notamment, parce que l'handicapé est un peu marginalisé. L'handicapé n'est pas très considéré, n'est pas très aidé. Je travaille beaucoup avec les albinos, etc., etc. Donc, dans la coopération, ce que Ndiémé fait, c'est de la coopération. C'est la société civile qui coopère avec la société civile. On n'attend pas tout de l'État. L'État ne peut pas tout faire. Ah, ça, il faut le savoir. Les États ne peuvent pas tout faire. Mais nous, les individualités, les individus, si nous mutualisons nos compétences, nous pourrons arriver à faire quelque chose. Et c'est extrêmement important. Bien souvent, nous attendons tout de l'État. L'État doit nous assurer quelque chose. Il y a des droits. Mais nous, citoyens, nous devons apporter quelque chose. La crise a fait qu'effectivement, la coopération a pris différentes formes. L'argent, avant, c'était des relations d'argent tout simplement. Mais dans la coopération décentralisée, on a dit, mais qu'est-ce qu'on fait de l'humain? Ah, l'humain. L'humain, c'est celui-là qui va apporter un supplément d'âme pour créer, pour inventer, mutualiser, créer un esprit collaboratif qui va effectivement permettre aux uns et aux autres de lutter contre la pauvreté, la misère, la précarité. J'ai une amie qui est dans le 18e, qui n'a pas pu être là, qui travaille beaucoup sur la précarité informatique. C'est trop loin, mais pour quelle raison?
les Africains ne doivent pas se mettre aux nouvelles technologies de l'information. Et moi, je l'applaudis. Vous savez ce qu'elle fait? Elle prend nos mamas là, nos mamas, je dis nos mamas hein, de 18e, 20e, hein, qui ne savent ni lire ni écrire. On les a amenés à la Tour Eiffel. Les gens rigolaient, etc. Là. Mais les étrangers nous ont fait une aide d'honneur. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on appelle les parcours exploratoires. C'est une idée canadienne. Ces mamans-là, on les sort du 18e, de la maison, pour aller s'ouvrir au monde. J'enseigne beaucoup ces théories-là pour les jeunes qui sont en difficulté. Ils sont que dans leur milieu, ils ne sortent jamais. On leur dit qu'il faut traverser la frontière. Il faut sortir de ton quartier pour ouvrir, regarder le monde. Ces mamans, on les a menées à la Tour Eiffel. Mais les gens nous applaudissaient après, les étrangers. Et les mamans étaient fières. On leur dit, où sont les maris? Aujourd'hui, c'est eux qui s'occupent des enfants. Hein? Ce sont des mamans qui ont 8 enfants, etc. Pourquoi on a travaillé sur ça? Pour tout simplement contrôler. Vous savez maintenant ce qu'on appelle pronote dans les écoles. Hein, le contrôle des devoirs, etc., le planning des enfants. Si les parents ne connaissent pas ça, comment voulez-vous qu'ils aident les enfants? Et aujourd'hui, il y a une crise des valeurs. Donc vous voyez ces détails-là qui sont très importants. Nous travaillons sur ces questions-là. Et elle va transposer cette technique-là en Afrique. Voilà, ce sont des détails, mais c'est extrêmement important. Je vais aller très vite et je finis. J'avais 20 minutes. Hein. Ah, vous faites les 20 minutes tout de suite? Moi, je pensais que... Non, j'ai 20 minutes et après je débat. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, d'accord? Voilà. Très bien, très bien. Et comme je parle beaucoup, j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà. Des choses intéressantes. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je voudrais tout simplement rappeler quelque chose. En France, la diaspora, nous avons le Gotha noir. Je ne sais pas si vous connaissez le Gotha noir. C'est le who's who des Blancs. Ici, le Gotha noir, c'est le who's who des Noirs. C'est-à-dire, tous les Noirs, comme Mohadi, monsieur, etc., vous tous, Mike Silla, pour que nos jeunes voient que Mike Silla travaille, c'est un styliste reconnu de façon internationale. C'est-à-dire que nos jeunes ne savent pas qu'il y a des médecins noirs. Ce que je dis là, vous irez à la maison, vous dites, ce qu'il dit n'est pas idiot. Hein. Et je travaille beaucoup sur le détail. Je suis un philosophe du détail, c'est-à-dire de la simplicité. Je peux parler sophistiqué comme à l'université, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment donner la pêche à nos enfants. Voir que ce monsieur photographe ou caméraman, ce qu'il fait, pourquoi nos jeunes auront peur de leur donner la chance de rencontrer ce qu'il a envie de faire, plutôt que d'envoyer nos enfants faire McDo ou je ne sais quoi. Je n'ai rien contre. C'est sur l'orientation. Vous comprenez ce que je veux dire? L'orientation. J'ai créé quelque chose où j'ai trouvé des médecins. Mon fils, par exemple, il fait de la sécurité. Quel droit le fils de la dame du 18e arrondissement ne va pas faire sécurité informatique alors que c'est ce qu'elle veut faire? Le Gotha noir donne l'occasion aux intellectuels, aux artistes, aux créateurs africains de se montrer. Il faut être visible. 2005, la crise, etc., que vous avez connue. Depuis lors, SOS Racisme, Turam, tous ces gens-là ont dit qu'il est temps qu'on soit visible. Parce que nous payons des impôts, parce que nous sommes acteurs de la cité, nous sommes ici. Nous ne sommes pas noirs, nous sommes français. Et l'enfant est la personne et le fruit de son environnement. Et ça, si nous ne le transmettons pas aux enfants, ils ont peur, ils sont angoissés. Il est vrai aussi qu'il faut travailler sur le délit de faciès pour que nos enfants puissent effectivement s'apprécier. Il faut qu'on leur donne confiance. Quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Sagodovarou disait « On ne naît pas noir, on le devient ». Ces détails-là permettent aux enfants de mieux s'entendre, se comprendre et de se tenir debout et correctement avec des valeurs traditionnelles que nous connaissons. Sans les valeurs, nous ne pouvons pas avancer. Le Gotha noir, il y a Kellman aussi qui disait par exemple « Je suis noir, je n'aime pas le manioc ». Toute cette littérature, lisez cette littérature-là. Vous avez des notions de coopération décentralisée dans cette littérature. Le complexe Kellman va au Cameroun, il dit à son adjoint « Tu vas voir, ils vont penser que c'est toi le chef parce qu'il est blanc ». Et quand c'est allé, ils ont pensé que c'était l'adjoint de Kellman qui est le chef. Et le chef, c'était Kellman. Kellman est noir, hein, plus foncé que moi. Hein. Ils ont pensé que parce que c'est un blanc, vous voyez ça? La mentalité. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je travaille sur le détail. Ce détail-là est important. C'était Kellman le patron. Mais comme on est façonné en Afrique, on est façonné, on nous a aliénés un tout petit peu.
On pense que nous ne sommes pas capables. Mais ça va, ici, il n'y a que des gens capables. Si je vous demande tous là, vous avez tous un charme, vous avez tous une spécialité. Et moi, je suis boulimique, je prends. Hein. Moi, je suis boulimique, je prends le savoir. Hein. Je peux m'agenouiller ici, je prends tout vos savoirs. Le caméraman, il a un savoir que moi, je ne sais pas du tout. Mike Silla a une technicité dans le stylisme que je ne connais pas du tout. Madame l'élu a une technicité que je ne connais pas. L'ouverture d'esprit. Donnons confiance à nos jeunes pour qu'ils sachent qui ils sont, d'où ils viennent, et ainsi, ils sauront où ils peuvent partir et avec quoi. Parce que nos jeunes ont besoin aujourd'hui, avec la crise des valeurs, de pouvoir servir leur pays d'origine, le pays des parents, sans manquer de servir, comme le fait Moadi, son pays d'adoption ou son pays de naissance, je ne sais pas où il est né, Moadi, ça m'est égal, mais il vit ici, il paye des impôts ici, donc il a une vie ici, c'est important. Donc l'entre-deux, c'est-à-dire être ici et là-bas, c'est possible. Il faut seulement de la mesure. La coopération décentralisée est un avenir. Je suis très critique sur une chose et je termine là. Il n'y a pas de société civile construite en Afrique et c'est ça qui me blesse. Une société civile, ma définition, c'est tout simplement ces citoyens conscients et conséquents qui disent que l'État ne peut pas tout faire, qu'est-ce que moi je peux apporter? Je retrousse mes manches et je me mets à travailler, je me mets à faire. Et ça me semble extrêmement important. Il y a des sociétés civiles avec qui j'essaye de discuter, etc., à distance, pour leur dire qu'est-ce qu'une société civile, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, par exemple, sur l'indiscipline, etc., au Sénégal. Et tout ça, c'est de la coopération. Comment on peut s'entraider, comment on peut créer des liens solides, comment on peut, par exemple, dans le management, dans la création d'entreprises. Moadi a fait quelque chose, par exemple, ces t-shirts ont été faits par un jeune entrepreneur handicapé. Mais j'ai applaudi Moadi. Moi, je ne le flatte pas, hein. On n'est pas toujours d'accord sur tout, hein. Mais sur ces gestes de coopération, mais je le salue. Et c'est ça qu'il faut faire. Et j'en ai terminé. De nous avoir vraiment fait cette belle intervention qui a touché tout, qui a touché à la coopération bilatérale entre les États, qui n'est pas la même chose que la coopération effectivement décentralisée, qui va au plus bas, qui va même jusqu'à dire, c'est ce que vous disiez dans le cadre de l'accompagnement des jeunes, de l'engagement des jeunes dans les chantiers de solidarité internationale et la préparation qui est nécessaire en amont sur l'interculturalité. Et donc, le but, c'est que dans certains projets, moi, j'ai eu le plaisir d'accompagner les jeunes, justement, dans le cadre d'un projet de chantier porté par Abdedé, où, effectivement, on faisait en sorte qu'il y ait des binômes entre jeunes Sénégalais et jeunes Français. C'est-à-dire que, voilà, chacun avait sa vie, chacun avait ses difficultés, ses contraintes, et ils échangeaient. Et des fois, on s'est rendu compte, même d'ailleurs, qu'ils avaient les mêmes problèmes. Des problèmes, ils ont identifié des problèmes d'eau. Peut-être que là-bas, il y a manque d'eau, mais ici, il y a des inondations. Il y a des jeunes qui ont été victimes d'inondations. Nous avons donc vu qu'il y avait beaucoup de projets, beaucoup de besoins qui étaient similaires. Et le but, c'est effectivement de faire en sorte que les jeunes soient ensemble. Et on parle souvent de donner et de recevoir. Mais il faut savoir que le jeune qui part au Sénégal, même s'il va là-bas dans le cadre d'un projet pour reconstruire une école ou pour aider des gens, il faut savoir que lui aussi, à la fin du projet, mais il a un bonheur qui ne va pas se mesurer parce que il ne faut pas penser que c'est seulement l'argent ou le matériel. Les gens, ils ont des bonheurs, ils viennent, leur vie change complètement. Donc, nous avons eu beaucoup de plaisir à écouter cette intervention qui a touché les problèmes de discrimination, l'insertion et tout ça. Et donc là, nous allons donner la parole à Louisa. Très bien. Alors, je voulais juste dire à Monsieur Papé Sissoko, vous parliez, il y a tellement de choses que vous avez dit que je peux vous assurer qu'il y en a déjà que j'ai oublié parce que j'ai pas de feuille pour noter, mais énormément de choses qui, moi, m'ont passionné, donc j'ai quand même des souvenirs. Vous avez parlé donc des personnes handicapées qui sont en Afrique et que le travail n'est pas à faire que par le gouvernement, mais par nous aussi, qui sommes,
on nous dit qu'on fait partie de la diaspora, mais pour moi, tout le monde fait partie de la diaspora. Même celui qui balaye dans une entreprise, c'est de la diaspora. Il n'y a pas de différence entre l'intellectuel et on a tous besoin les uns des autres. Et donc, vous avez parlé aussi, c'est extrêmement important parce que ça, c'est un travail que moi, j'ai mené aussi dans mon pays d'origine. C'est la première chose que j'ai faite par le biais d'une association humanitaire. Et j'ai commencé par évidemment, ne connaissant pas le pays, parce que je suis né là, j'ai commencé par mon propre village. Déjà, si chacun de nous travaille à son échelle et fait quelque chose dans son propre village, je peux vous dire qu'on va avancer très très vite. Hein. Et il y a aussi, vous nous avez parlé de cette association du 18e qui donc prennent les mamans et qui les amènent qui les ont emmenées voir des monuments. Ça m'intéresse effectivement beaucoup. Nous, on avait pensé le faire au niveau de l'Assemblée nationale et demander aussi au Sénat, parce que ce sont des lieux qui sont extrêmement importants et ce sont des lieux où, s'il y a des associations, c'est important d'essayer de créer ça. Vous pouvez nous le demander à nous en tant qu'adjoint ou autre chose, et de manière à ce qu'on vous organise ça. Mais ça peut être avec les mamans de différents pays. Hein. Il y a pas, on fait pas de distinction de pays. Hein. Et donc vous parliez de ça, et moi je me rappelle effectivement d'une chose qu'on avait menée avec Djamila Boukercha. Madame, vous pourriez vous lever s'il vous plaît, parce qu'on vous voit jamais, on ne sait pas qui vous êtes. Donc voilà Djamila. Djamila qui depuis de nombreuses années, moi je la connais que depuis 10 ans, mais elle travaillait déjà bien avant sur les familles et sur les mamans africaines, les mamans maghrébines, voilà, pour les aider au niveau de l'éducatif aussi avec leurs enfants. Et donc nous, au début où on s'est connus, on a monté un voyage à la mer avec des mamans du 15e. Donc tout était mélangé, hein, toutes les mamans qui ne pouvaient pas partir. Donc il y avait beaucoup de mamans africaines, il y avait des mamans maghrébines, il y avait même des grand-mères retraitées qui étaient toutes seules de nos quartiers, qui s'appelaient Marie. Et donc on avait organisé ça. Il y avait Monsieur Christian Bossa qui est en bout de salle, et nous avons emmené donc ces mamans à la mer, parce que d'habitude on emmène les enfants. Le secours populaire n'emmène que les enfants. Nous, on a pris les mamans, les enfants. Je peux vous dire que c'était épique avec l'écart. Elles avaient les charrettes où elles avaient préparé les chariots à légumes, là où elles avaient préparé tous les repas. Nous sommes arrivés à la mer et donc près de Deauville. Et je me rappellerai toujours que, au début, je ne comprenais pas. Alors peut-être que je l'avais déjà dit ça, mais au début, je ne comprenais pas pourquoi elles sautaient dans l'eau comme ça, comme des gamines. Et je leur disais, mais attendez, mais calmez-vous, là, on n'est pas... Alors elles avaient des maillots. Elles avaient acheté des beaux maillots toutes, hein, et je ne comprenais pas pourquoi elles sautillaient comme ça, et je leur dis mais qu'est-ce qui se passe, mais vous avez jamais vu la mer, en rigolant. Et elles me regardent, elles me disent bah non, on n'a jamais vu la mer. Et je dis comment vous avez jamais vu la mer? Et là je réalise qu'en fait elles viennent d'Afrique, mais elles viennent pas d'Algérie ni du Maroc, sauf celles-là, bon évidemment qui connaissaient la mer, mais que les mamans maliennes, il n'y a pas la mer. Et donc, elle me disait, mais c'est la première fois qu'on voit la mer. Et je trouve que ça, c'est des choses aussi que les personnes qui sont associatifs peuvent essayer d'organiser, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, ça peut être la mer, mais ça peut être les châteaux de la Loire, ça peut être autre chose. Hein. Elles sont ouvertes à tout, et je pense que
ce dont vous parliez est extrêmement important. C'est pas en ne leur montrant pas ce qu'est la France, parce que bon, elles connaissent peut-être pas le français, elles ont peut-être pas fait leurs études en français, mais elles sont loin d'être bêtes. Et donc, et elles sont très réceptives et très touchées par ce genre de choses. Et donc, c'est à nous de le faire. Voilà, d'échanger pour organiser ces choses. Donc maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Abdoufleur, qui va donc vous parler de... La coopération décentralisée. Voilà. Sous un autre angle, évidemment. Je vous remercie, Madame Louise Ferrat, adjointe au maire. Je remercie particulièrement Mohadi Dianka pour l'invitation, mais surtout cette noble initiative qui consiste à parler du Sénégal et de la France. J'ai pas fini, tout à fait, et surtout l'invité d'honneur de cette soirée des Comores. J'ai oublié de dire, c'est Monsieur Ndié, mais pas simplement Ndiaye, n'est pas simplement caméraman. En fait, c'est un journaliste qui fait un grand travail. Voilà. Je prends la balle au rebond avant d'entamer le sujet pour confirmer ce que vient de dire Madame Ferrat. Effectivement, Ibrahim Hadi qui fait d'excellentes choses, très disponible, très modeste, très professionnel aussi. Je confirme. Donc je remercie également l'autre Mohadi, parce qu'il y a deux Mohadi sur la table, Mohadi Dianka, maître de cérémonie, et l'excellent conférencier Pape Sissoko. Il est très difficile pour moi de prendre la parole après quand même son exposé, très brillant. Je remercie particulièrement la salle, et on attend surtout beaucoup d'interactivité tout à l'heure. Je pense que c'est la chose la plus importante. Je ne serai pas long et je serai assez pragmatique, en tout cas dans l'approche. Pour commencer, je reprends des termes de Léopold Sédar Senghor, en d'autres termes qui parlaient de rendez-vous du donner et du recevoir. Pour moi, la coopération décentralisée est un rendez-vous du donner et du recevoir. Pab l'a expliqué brillamment tout à l'heure, et que chacun doit y tirer profit. Classiquement, la coopération décentralisée mettait l'accent sur des projets à vocation sociale, notamment l'éducation, la santé, la jeunesse, les sports, ainsi de suite. Mais je pense que, comme on dit, autre temps, autre mœurs. On ne peut pas toujours continuer à jouer la même musique au fil des temps. Le monde évolue, les relations internationales doivent évoluer, la coopération décentralisée doit évoluer. Et pour moi, aujourd'hui, surtout pour l'Afrique, la coopération décentralisée doit aller dans le sens de la transfert de technologie. Je citerai un proverbe bien de chez nous qui disait qu'au lieu d'apprendre à quelqu'un, au lieu plutôt de donner à quelqu'un du poisson tous les matins, mieux vaut lui apprendre à pêcher, il sera autonome, indépendant. Et je pense que la coopération décentralisée doit prendre cette trajectoire. La coopération décentralisée par le transfert de technologie. Il y a deux idées qui me viennent à l'esprit. Le cacao, un pays que j'aime bien, c'est mon deuxième pays, la Côte d'Ivoire, parce que tout simplement, voilà, mes parents y vivent, la Côte d'Ivoire, le grenier, le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest. Le cacao produit en Côte d'Ivoire et au Ghana fait à peu près plus de la moitié du cacao produit dans le monde. Pourtant, le meilleur chocolat est produit en Suisse. Paradoxal, pourtant le Suisse n'a pas de cacao. C'est assez paradoxal. Donc je pense qu'on doit aller davantage dans ce sens pour vraiment aider davantage l'Afrique à s'autonomiser de plus en plus. Je donnerai l'exemple également du coton, produit au Burkina, au Bénin, ainsi de suite. On a énormément de potentialités, de richesses, et pourtant les meilleures choses ne sont pas produites chez nous. C'est assez paradoxal. La coopération décentralisée doit prendre le sens de la trajectoire de transfert de technologie, parce que aussi tout simplement,
la période est difficile du point de vue économique, je veux dire. Très souvent, les citoyens français ou européens se plaignent justement de cette coopération décentralisée parce que, tout simplement, il n'y a pas assez d'argent. Pour cette raison, on doit orienter la stratégie en matière de de coopération décentralisée. Je donnerai enfin, pour ce premier point, le traitement des déchets. Tout le monde sait que Dakar est sale. Et c'est à peu près valable pour toutes les capitales africaines. Et je pense que ça fait partie des indices de développement, la propreté d'un pays. Donc je pense que là aussi, beaucoup d'efforts doivent être faits à ce niveau, dans le sens de la coopération décentralisée. Le deuxième point, pour tenir le pari de ne pas être long, je pense que la décentralisation doit être décentralisée. Autrement dit, on doit davantage aller en profondeur des localités. Parce que plus on se rapproche de la population, plus on sent leurs besoins et on est apte à y apporter des solutions. Très souvent, ça se passe au niveau institutionnel, c'est très bien. Il y a beaucoup d'initiatives prises. Je donnerai par exemple l'accord de partenariat entre les associations des départements de la France et du Sénégal. C'est des initiatives très nobles. Mais moi, pour ce cas précis, je donnerai l'exemple de ma commune. La commune de Tiarni, avec l'acte 3 de la décentralisation, cette ancienne communauté rurale est devenue une commune. Et le maire de la commune, je ne dis pas que le maire n'a pas d'initiative, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de perspectives, beaucoup de volonté, beaucoup de solutions face aux difficultés des populations. Et je pense que, et d'ailleurs c'est ce qui nous a motivés à créer un mouvement qu'on a appelé Samagor Samayité. Samagor Samayité en français signifie ma localité, ma priorité. Donc c'était une philosophie, un état d'esprit qui consistait en tant que jeunes qui ont immigré entre guillemets par le biais des études. Naturellement, on est venu en France, on a appris, on a connu des choses, on a appris des choses. C'était de notre responsabilité aussi de rendre, en tout cas, la monnaie de la pièce à notre pays, surtout à nos localités. Comment faire profiter du minimum de savoir que l'on a à nos localités? On a mis sur pied ce mouvement citoyen de développement local et on avait mis l'accent sur l'éducation, sur l'autonomisation des femmes et c'est vraiment un point qui me tient absolument à cœur. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'acte 3 de la décentralisation, si à travers le transfert de technologie, on réussit à aider nos mamans ménagères à s'autonomiser davantage. Rappelons-le, le Sénégal, c'est un pays où quasiment on culture pendant 3 mois. La saison des pluies, c'est 3 mois. Après, les paysans, moi qui suis issu du monde rural, qu'est-ce qu'on fait très souvent? C'est l'élevage, c'est le commerce et c'est très compliqué. Donc je pense qu'à travers les cultures maraîchères pendant la saison sèche, aiderait les femmes à s'autonomiser et Dieu sait qu'ils ne demandent pas grand-chose. Avec un peu d'initiative, un peu d'économie, ils vivent aisément, ils vivent très bien. Et moi, c'est vraiment là où je vais davantage mettre l'accent avant de conclure pour ne pas être long et surtout laisser la salle la possibilité de réagir, de poser des questions et d'interagir. En tout cas, vive la coopération décentralisée, mais sous l'angle de transfert de technologie, sur la décentralisation, de la décentralisation davantage vers nos villages qui manquent beaucoup de tout et pour ça, qui peuvent être développés avec peu de moyens. Merci à l'assistance, merci une fois de plus à Mouadi pour cette noble et belle initiative que l'on espère se pérennise dans le temps. On va donner Merci Leïla. Donc Leïla va vous passer le micro. Je vous remercie. Notre association a amené des femmes qui habitent à 2 pas de la Torre Eiffel et qui ne connaissent pas. Donc il y a des associations quand même qui s'organisent, qui emmènent les femmes, même au musée. Parce que c'est très loin de nous. Le musée, c'est incompréhensible et tout, mais quand même, là, on les a emmenés au musée de l'immigration. Et c'était quelque chose d'inouï parce qu'elles ne s'imaginaient même pas que ça existait. En fait. Et c'est tout. Une deuxième question, parce que vous avez parlé de la minorité visible et que vous avez décidé de s'organiser,
et moi je me dis, mais vous êtes où? Dans le sens où, moi j'ai des jeunes sénégalais, mais français, immigrés, ils ne vous connaissent pas, ils ne vous voient pas. Donc si c'est pour faire des émissions de télé ou aller dans des conférences comme ça, parce que là justement on a des gens, mais ces jeunes ils sont où? Comment les mobiliser? Comment les intéresser au problème? Donc vous avez parlé des jeunes sénégalais, mais aussi il y a des jeunes français sénégalais qui sont là, mais qui sont, je suis désolée de le dire, livrés à eux-mêmes. Et que vous êtes pour eux inaccessibles. C'est autre chose. Voilà. Sur le côté un peu l'organisation que vous avez faite dans le 15e, il y a de cela plus de 5-6 ans, on avait avec les maires, M. Goujon, monté ce qu'on appelle ici un conseiller des extracts communautaires, dirigé par M. U. Et nous avions travaillé pendant des années, et on avait commencé, c'est-à-dire nous qui habitons le 15e. La première réunion, la deuxième, il y avait beaucoup d'étrangers, de représentants, beaucoup de pays. Et on se retrouvait ici, dans cette salle, pour élaborer des programmes à faire dans le 15e. Nous avions choisi un jour, d'ailleurs, dans l'année, la faire là-bas, des rencontres avec tous les immigrés qui vivent dans le quartier, pour se retrouver et fêter. Il y avait des stylistes, il y avait des jeunes de Ballard, de Frère Peignaud et tout. On se retrouvait là-bas. On avait commencé ce travail. Bon an, mal an, M. U est parti. Vous avez repris ce genre de travail et moi j'ai eu l'heureuse surprise de rencontrer M. Moadi. Et j'ai été très flatté de le voir continuer dans ce même genre de travail. Parce que l'idée de M. Goujon au départ, c'était quoi? C'est nous qui vivions ici dans le 15e arrondissement, qu'on soit intégrés dans la vie locale. Nous avions commencé à visiter les institutions françaises, nous avions fait une visite à l'Assemblée nationale, une visite au Sénat, où on nous apprenait comment l'élaboration de la loi et tout, et ça nous a beaucoup servi. Mais ça, c'est du passé. Mais pour moi, moi on le soutient dans son travail pour continuer à regrouper les jeunes du 15e. Quand on faisait la fête annuelle au Parc Citroën, on organisait des tournois de foot et tout, et c'était très apprécié. Voilà. Monsieur Mamadou. Voilà. Donc, ce n'est pas pour... disons que ça sera pour qu'on... Voilà. Vous me parliez, en fait, du CREC, qui était donc monsieur Jean-Manuel Hu, qui gérait cette partie. Il s'avère que nous, on le gère depuis, avec plusieurs personnes, depuis à peu près 4 ans et demi, puisque c'est à moi qu'on a remis. C'est pas une délégation, hein. C'est un peu dans le principe associatif, cette commission, disons. Et donc, nous, on a essayé de la faire travailler un maximum. Le seul souci auquel on est confronté, c'est que quand on organise des réunions, finalement, on a 4-5 personnes, c'est tout. Il n'y a plus personne. Vous étiez un grand groupe. Ce que je voulais justement vous dire, c'est que, sur la base qu'avait créé le maire, effectivement, que c'était extrêmement intéressant et que nous étions, en plus, et que nous sommes toujours d'ailleurs le seul arrondissement à avoir créé le CREC. Mais finalement, si les gens se sentent pas concernés maintenant, c'est que il y a il y a des gens qui m'ont dit, nous avons des associations autour de nous, nous pouvons aller vers ces associations. Donc, quelle est l'utilité pour nous du CREC? Puisque si on veut rencontrer Monsieur le maire, on a les mêmes droits que tout le monde. Et ce qui est vrai.
C'est-à-dire que, bon, un élu ne reçoit pas avec une différence un citoyen qui a une carte de séjour et un citoyen qui a une carte d'identité française. On ne le sait pas, nous, s'ils sont français, ils peuvent être de double nationalité. Pratiquement, une grosse majorité sont de double nationalité. Donc, le problème du CREC, c'est que l'intérêt, c'était qu'il y ait des gens un peu de tous les pays. Mais là, finalement, moi, je vous dis, j'ai 4 personnes. Donc, on ne peut rien faire avec 4 personnes, même si ces gens... donc, le travail qu'ils mènent, c'est plus avec les associations. Et je trouve que, finalement, c'est le travail que vous menez, vous, en tant que parents, de travailler avec des gens comme monsieur Moiti Diallo. C'est beaucoup plus important. Maintenant, ça se fait partout, quoi, dans le 15e. Hein. Bon, donc je vais passer la parole à Moiti, qui, puisqu'en fait, on parle de lui, mais je pense qu'il est plus à même à répondre maintenant sur le sujet. Moi, le CREC, pour l'instant, tant que j'aurai pas de gens, je vois pas l'intérêt de faire des réunions à 3-4 personnes. Hein. On peut également laisser la place, l'espace de parole, Louisa, aux gens de la salle, qui puissent également apporter leur témoignage, qui puissent également dire c'est quoi, à leur niveau, la coopération décentralisée et les expériences qu'ils ont. Merci Pape Sissoko. Et en même temps, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, saluer les associations qui sont venues dès 17h et notamment l'association comorienne qui fait du transfert de technologie, monsieur Abdoufleur, notamment par l'impression 3D. Mais il y a également d'autres associations et auxquelles j'aurai l'occasion, ou on aura l'occasion de dire un mot sur elles. Si quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole, c'est le moment. Il y a eu des choses qui m'ont un petit peu interpellée, notamment quand vous parlez mon pays. Ça m'a un petit peu dérangée parce que je suis franco-comorienne et quand je suis ici, je parle mon pays, je parle la France. Et quand je suis aux Comores, je parle mon pays, je parle des Comores. Quand je parle de mon pays, en parlant des Comores, quand je suis ici, je parle de mon pays d'origine. Donc là-dessus, ça m'avait un petit peu dérangée. Ensuite, nous ne sommes pas noirs, nous sommes français. Ben non, moi je suis noire, je suis française. Il y a quelques mots, je ne vais pas reprendre tout ce qui m'a dérangé, mais il y avait des expressions et des mots qui m'ont un petit peu dérangée. Ah oui, voilà. Et ensuite, je rejoins l'idée de faire sortir nos mamans, puisque nous aussi, ou les jeunes, il y a 15 ans, on l'a fait. Moi, je suis d'Argenteuil. Hein. Il y a 15 ans, on l'a fait aussi. Il y a eu des jeunes qui sont partis au Sénégal dans ce programme-là. Et c'est vrai que ça avait donné un bon résultat. Et nous, on l'a continué. On l'avait continué aussi avec les voyages à la mer, avec les parents. Mais je pense qu'il y a un travail de culture surtout à faire. C'est bon de prendre en charge les jeunes. Mais moi, mon fils qui a 28 ans, quand je lui parle d'un projet aux Comores, en général, il me dit « Mais maman, est-ce que tu connais déjà, toi, les Comores ?» Donc, je pense qu'il faut d'abord faire en sorte que ces jeunes connaissent d'où ils viennent, avant de leur imposer, je mets des guillemets, hein, imposer ce pays d'origine. Moi, je suis née aux Comores, mais je suis venue toute petite ici, déjà. Donc, j'ai connu les Comores parce que mes parents m'y amenaient tout le temps. Aujourd'hui, nous... ma génération, moi, n'amène pas forcément les enfants dans le pays d'origine. Sachant que les grands-parents, quand ils arrivent ici, ils n'ouvrent pas la valise. Ils sont venus pour un temps, même s'ils vont vivre toute leur vie. Ils restent avec le temps de départ. C'est-à-dire que ma mère qui est arrivée ici en 75, elle est restée sur les années 70. Et donc, il y a un travail à faire là-dessus. Il y a un travail, il faut qu'on travaille d'une manière à ce que les jeunes puissent comprendre d'où ils viennent, pas à travers les grands-parents, mais tout en intégrant l'intergénérationnel. Ensuite, il y a un travail à faire avec les États. Je suis désolée, mais je pense que les associations peuvent faire ça.
Parce qu'aujourd'hui, quand on a un problème, il vient d'où? Il vient d'un manque de projets étatiques. On parle de coopération décentralisée, c'est quoi? C'est une connexion en fait, une connexion d'idées, une connexion de savoir et une connexion d'apport. C'est un apport financier, un apport culturel, intellectuel, mais ce sont des apports. Mais s'il n'y a pas de projet à la base, comment travailler sur cette affaire? On a réussi à rassembler un groupe de tels. Je suis bien placée pour en parler parce que ça fait 2 ans que je suis rentrée. Enfin, en tout cas, je vis là-bas et donc je vois comment ça se passe. Et la culture de projet n'existe pas. Et il se trouve que ce problème m'interpelle également parce que tous ces présidents potentiels ou réels ont fait leurs études ici. Donc on a tendance à prendre ce qu'on veut et s'enrichir de ce qui nous intéresse.